parle un petit peu de l'anesthésie globalement, c'est-à-dire l'anesthésie locale, l'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie générale proprement dite. On ne peut pas dissocier, je ne veux pas vous parler que d'anesthésie générale, et puis avant on va en définir les buts et les moyens, avant de vous emmener, de vous faire décoller en anesthésie générale. On va parler un petit peu du but et du moyen. Donc, on peut dire que la douleur représente une préoccupation très ancienne pour l'homme. Je vous présente M. Ravaillac à la fin de sa vie. La douleur, c'est quelque chose de tout à fait intolérable, tout le monde le comprend. Ça fait des millénaires que les hommes essayent de la combattre pendant l'accouchement, pendant la réduction de fractures, pendant la chirurgie des pierres, et puis des actes de chirurgie qui vont être de plus en plus complexes. D'abord avec des moyens un petit peu dérisoires, et puis on verra, au milieu du 19e siècle, on commence avec des moyens qui sont beaucoup moins dérisoires. Alors on va définir l'anesthésie comme l'ensemble des techniques destinées à faire disparaître de façon temporaire, donc réversible, la sensibilité nerveuse douloureuse de tout ou partie du corps. Tout ou partie, parce qu'en l'anesthésie générale va vous endormir complètement, mais pour un ongle incarné, c'est peut-être dommage d'endormir 85 kg de personnes, alors que l'anesthésie locale ou les anesthésies loco-régionales vont essayer d'endormir une partie seulement, la partie nécessaire de votre corps. On distingue dans l'anesthésie européenne classique, l'anesthésie purement locale par infiltration, qui a été permise avec l'invention des seringues et des aiguilles creuses aux alentours de 1850, et l'utilisation de la cocaïne dans un premier temps et de l'anesthésie loco plus tard, de l'anesthésie. Bon, là, c'est de l'injection typique, hein, avant une péridurale, on fait une anesthésie locale par exemple, c'est juste injecté sous la peau, hein, pour que vous n'ayez pas mal à la piqûre. On peut s'aider de l'échographie pour trouver des structures plus profondes, pour faire ce qu'on appelle une injection périnerveuse, soit tronculaire, un seul tronc. On va vous endormir, par exemple, le nerf fémoral. Vous reconnaissez de droite à gauche la veine, que vous reconnaissez bien, l'artère qui est toute ronde, et le nerf qui est ici. Et grâce à cette image échographique, on peut affiner l'anesthésie pour n'endormir que ce nerf. On peut aussi avoir des injections de type périmédulaire, la fameuse rachianesthésie et la fameuse péridurale. Alors là, on ne sait pas d'échographie, c'est des repères uniquement anatomiques qui vont nous permettre de déterminer soit la rachianesthésie, où on va, entre deux apophyses épineuses, aller chercher directement le canal qui contient les racines de la queue de cheval qui baignent dans le liquide céphalorachidien, d'accord ? Donc on va traverser volontairement la dure mer pour aller dans ce fameux canal et on va injecter un liquide extrêmement puissant puisque l'équivalent de 2 dés à coudre vont nous permettre d'endormir pratiquement jusqu'à la ligne intermammalaire pendant 2 heures, voire plus selon les produits, la moitié inférieure du corps. Ça c'est donc la rachianesthésie qui est une grande part et l'ancêtre de l'anesthésie loco-régionale. On peut aussi faire une anesthésie péridurale dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est très utilisée en médecine, éventuellement associée à l'anesthésie générale, très utilisée en obstétrique, évidemment, pour les femmes enceintes. Alors péridurale, péri comme périmètre, autour, et durale, dure-mère. Là, on reste en arrière du sac de la dure-mère, on ne va pas jusqu'aux racines de la queue de cheval, on va en arrière de la dure-mère, dans ce fameux espace péridural, et comme on y est, on va en profiter pour mettre un petit cathéter dedans, ce qui va nous permettre de réinjecter. Parce qu'autant la rachianesthésie va se faire en une seule injection, autant la péridurale, on va mettre un cathéter, toujours à travers une aiguille creuse, qui va nous permettre de prolonger la péridurale, parce que toutes les femmes n'accouchent pas en 2 heures, par exemple, ou l'analgésie post-opératoire, vous pouvez garder un cathéter de péridurale pendant 24, 48, 72 heures, après une intervention sous anesthésie générale, pour parfaire l'analgésie. Donc ça c'est une notion très importante, qu'on ne peut pas dissocier anesthésie locale
anesthésie loco-régionale et anesthésie générale, parce que très souvent, les techniques sont liées. On fait beaucoup d'anesthésie locale avant de faire des gestes douloureux, on associe très souvent une anesthésie tronculaire, une anesthésie d'un plexus, une anesthésie médulaire à une anesthésie générale, en particulier pour parfaire la prise en charge de la douleur post-opératoire. Donc, rachis et péridurale, on va passer vite, et on va s'intéresser à l'anesthésie générale, qui est le but de notre exposé. L'anesthésie générale, c'est l'utilisation de sédatifs, on va voir ce que ça veut dire sédatif, permettant de titrer la profondeur de la sédation. Sédation, ça veut dire qu'on va essayer de vous faire perdre conscience petit à petit. On va parler de sédation légère quand on va utiliser des antalgiques, des anxiolytiques, et éventuellement associés à une anesthésie locale. Vous êtes encore parfaitement coopérant avec nous. L'anesthésie profonde, où le contact avec le sujet reste possible, et là il faut un petit peu le stimuler, hein, pour lui dire ne bougez plus, est-ce que ça va? On a encore un contact verbal, on parle toujours de sédation. L'anesthésie légère, c'est la perte de connaissance, on n'a plus de contact. On va l'utiliser pour des gestes qui sont peu douloureux. On va voir qu'on peut garder la ventilation spontanée, c'est-à-dire vous inspirez, vous expirez vous-même, ce qui facilite énormément notre travail. L'anesthésie profonde, qui va être le sujet du topo d'aujourd'hui, réalise en fait un véritable coma thérapeutique, où vous perdez tout contrôle sur toutes vos fonctions, les fameuses fonctions vitales, on va les détailler dans un instant. Et là, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, on va se prendre en charge l'ensemble de vos fonctions, et en particulier l'oxygénation et la circulation, qui sont et de loin nos deux préoccupations majeures une fois qu'on vous a endormi. Je ne parlerai pas ici d'hypnose, ni d'acupuncture, qui sont des techniques qui peuvent, dans certaines conditions, permettre des actes plus ou moins douloureux. L'hypnose, ça permet des actes douloureux du niveau qu'on pourrait contrôler par une anesthésie locale, et l'acupuncture, c'est un domaine que je ne connais pas, donc je ne préfère pas vous en parler. Clairement, dans tous les pays occidentaux, ni l'hypnose, ni l'acupuncture ne sont en place de remplacer l'anesthésie générale, et de mon point de vue, ça va durer encore quelques années. L'anesthésie générale restera le recours pour tous les actes. Alors pourquoi on fait des anesthésies? Je vous ai dit la définition, but et moyen. Donc le but, fondamentalement, on réalise des anesthésies pour permettre la conduite d'actes douloureux. Essentiellement en orthopédie, les réductions de fractures, en chirurgie, toute la chirurgie qu'on peut imaginer, en obstétrique, les femmes enceintes sont très heureuses qu'on ait inventé la péridurale. Toutes les manœuvres endoscopiques, digestives, des voies urinaires, sont grandement facilitées par l'anesthésie et étaient particulièrement pénibles sans anesthésie. Il faut bien comprendre que jusqu'à la milieu du 19e siècle et la fin pour la généralisation de l'utilisation de ces produits, toutes ces pratiques représentaient plus des séances de torture que des séances de chirurgie. Et depuis la plus haute antiquité, on avait essayé différents produits. L'opium avait été utilisé, donc c'est la sève du pavot, comme chacun sait. On en retrouve il y a plus de 3000 ans les premières traces chez les Sumériens, etc. Donc c'était des produits connus. Toutes les plantes, alors pour les botanistes, c'est les solanacées, la mandragore, le datura, la jusquiame, qui étaient utilisées dans des éponges soporifiques. Donc on mettait du jus de ces produits avec des dosages évidemment complètement aléatoires, qu'on faisait sucer aux patients en espérant que, associés avec de la sève de pavot, ils allaient avoir moins mal. Alors de fait, c'était des plantes plus hallucinogènes qu'anesthésiques, mais mélangées au pavot, ça pouvait probablement diminuer un peu la douleur, associé assez rapidement à des boissons alcoolisées. On sait que Ambroise Paré, par exemple, utilisait des boissons fortes comme le cognac avec de la poudre d'opium avant de désarticuler ses patients. Larrey, chirurgien d'Empire, utilisait l'anesthésie par le froid. Il avait, pendant la campagne de Russie en particulier, il avait vu que quand on mettait dans le froid les membres à opérer, les patients avaient moins mal. Moins mal. On peut situer le début de l'anesthésie moderne avec l'utilisation de produits inhalés, puisque c'est le grand-père, la grand-mère de l'anesthésie, c'est l'éther et le chloroforme et le protoxyde d'azote.
c'est avec ça qu'on va commencer à endormir les gens, même si, donc c'est 1842, 1847, juste avant 1850, même si la morphine a été utilisée depuis le début du siècle. Éther, chloroforme, c'est vraiment les ancêtres de l'anesthésie moderne, qui donc au début va être essentiellement une anesthésie par voie inhalatoire. Tant qu'on n'a pas inventé la perfusion, tant qu'on n'a pas inventé la seringue et les aiguilles, on ne peut pas introduire de produits, on peut bien sûr les prendre par la bouche, on ne peut pas les introduire en intraveineux, on ne peut pas avoir un effet aussi fondamental que l'inhalation d'éther ou de chloroforme qui va permettre les premières interventions. Alors le premier, c'est le protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant, qui a été utilisé essentiellement en dentisterie, parce que son effet est extrêmement éphémère. C'est-à-dire quelques dizaines de secondes, si on respire du protoxyde d'azote et qu'on l'arrête. Donc en quelques dizaines de secondes, un bon dentiste vous arrachait une dent. Si ça durait plus longtemps, on trouvait que c'est pas très efficace. L'éther, le chloroforme, endormait les gens de façon beaucoup plus longue, et les premières interventions de chirurgie sous anesthésie, clairement, c'est l'éther. En 1846, ça s'est passé aux États-Unis. En 1847, les Anglais arrivent avec le chloroforme, et éther et chloroforme vont très rapidement être utilisés. La reine Victoria, on sait qu'elle va accoucher sous chloroforme en 1853. Elle va être chloroformée, parce que c'est son 8e enfant qui, alors que les 7 premiers étaient passés assez facilement, le 8e ne passe pas, et donc il faut faire des manœuvres obstétricales, et on va lui proposer du chloroforme pour que ce soit moins terrible. Ensuite, il y a la cocaïne qui va arriver sur le marché, c'est-à-dire un anesthésique purement local, qui va faire des merveilles en ophtalmologie. Et l'ophtalmologie, c'est le triomphe de l'anesthésie locale. On fait des anesthésies générales parfois, mais c'est le triomphe de l'anesthésie locale, par instillation, par injection. Et donc, le grand-père des anesthésiques locaux, c'est la cocaïne, extrait de la feuille de coca, qui va être très utilisée. Il faudra attendre encore 50 ans pour qu'on synthétise des anesthésiques locaux qui pensent toujours qu'ils sont les plus forts. Sans l'anesthésie, la chirurgie, ça reste une barbarie absolue, et des gestes simples ne peuvent être réalisés que des gestes très simples. Alors, à côté de la réalisation de ces actes ou l'accompagnement de ces actes douloureux, accessoirement, on réalise un certain nombre d'anesthésies générales, soit quand il y a besoin d'immobilité parfaite. Alors ça, c'est la première anesthésie à l'éther. Ça, c'est l'immobilité parfaite. Vous savez qu'il y a des temps de pause d'acquisition des images, par exemple, dans l'IRM, qui sont extrêmement longs, plusieurs dizaines de minutes, alors qu'un scanner, c'est quelques instants, quelques secondes. Il y a des gens qui sont particulièrement claustrophobes. C'est-à-dire que quand on est dans l'appareil avec l'antenne d'IRM sur la tête, ça reste un petit peu difficile. Donc, on va dire population difficile, ben c'est toutes les populations psychiatriques, c'est les déficients mentaux, c'est les enfants autistes, c'est les enfants peu raisonnables, et j'ajouterai les adultes peu raisonnables. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qu'on va devoir aider, dans des circonstances où normalement, en étant calme, avec une petite anesthésie locale, ça se serait bien passé. Donc finalement, on va réaliser, nous les anesthésistes, 7 millions d'actes par an en France. Alors je voudrais d'emblée associer les infirmiers anesthésistes, je ne sais pas s'il y en a ici aujourd'hui, mais comme les chirurgiens ne sont rien sans les anesthésistes, nous on n'est rien sans les infirmiers anesthésistes, qui sont beaucoup plus nombreux que nous, qui ont des techniques très avancées et qui nous aident énormément. Donc l'anesthésie traditionnelle occidentale, c'est l'anesthésie pour l'anesthésie générale. Donc je laisse maintenant de côté tout ce qui est anesthésie locale et spirituelle générale, on rentre dans le cœur du sujet, a besoin de techniques et a besoin de médicaments. Clairement, la pharmacopée va nous permettre l'administration de molécules qui sont actives sur des récepteurs naturels du corps humain. Il faut bien comprendre que c'est au niveau moléculaire que tout se passe, avec des phénomènes ioniques, des phénomènes électriques, au niveau cérébral, au niveau médulaire, au niveau nerveux. L'anesthésie, c'est des molécules qui agissent sur des récepteurs et qui induisent des phénomènes électriques. Soit on calme une voie activatrice, soit on stimule une voie inhibitrice. Fondamentalement, l'anesthésie, c'est des molécules. Alors, facilitation, excitation ou antagonisme, inhibition.
phénomène électrique, phénomène chimique et libération de neuromédiateurs. Hein. Les anesthésiques, ça sert à ça. Ça sert à moduler des choses qui existent déjà dans le corps. Alors, pour faire une anesthésie, il faut donc du matériel, il faut des conditions humaines, des locaux adaptés. Alors ça, je vais passer rapidement. Hein. C'est le bonheur d'avoir un pays civilisé qui a des hôpitaux, des cliniques, des salles d'opération, du matériel. Ça coûte une fortune. C'est beaucoup de conditions humaines réalisées. Hein. Par exemple, pour faire un poste d'infirmier H24, il faut 7 titulaires. Pour faire une salle d'accouchement, il faut des chirurgiens, il faut des anesthésistes, il faut des sages-femmes, il faut des obstétriciens, il faut de quoi transférer, il faut de quoi faire une césarienne s'il y a besoin. Hein, quand j'entends parler de la réouverture des petites maternités, il faut bien comprendre que l'anesthésie moderne, l'obstétrique moderne, la chirurgie moderne, c'est fini les petits hôpitaux de quartier. Ça n'est pas possible. Parce qu'avec les 35 heures, un poste, c'est 7 personnes. Comment voulez-vous, pour 3 accouchements par semaine, hein, entretenir des sages-femmes, des obstétriciens, etc. Donc ça ne peut pas marcher. Ce sont le regroupement des moyens qui vont permettre d'avoir en permanence, en H24, cet ensemble de plateaux techniques, cet ensemble de personnel fabuleux. Hein, opération, radio, endoscopie, salle de réveil, salle d'accouchement, tout ça, c'est avant tout du matériel, des hommes, bien entendu, des compétences. Alors, en ce qui concerne l'anesthésie, hein, donc 7 millions d'actes par an, on est régi par des ordonnances, un cadre légal extrêmement strict. Il y a énormément de textes qui sont parus, en particulier en 1994, hein, qui ont défini de façon stricte les conditions d'application de l'anesthésie générale en France. Hein, c'est fini au cabinet, c'est fini dans la cuisine du chirurgien esthétique, hein, dans l'arrière-salle. Hein, c'est des blocs, c'est des conditions d'hygiène, c'est des conditions matérielles, c'est des prises d'oxygène secourues, c'est des prises électriques secourues, c'est la distribution des gaz, etc., etc. Donc on va réaliser la synthèse de toutes ces connaissances, de ces moyens humains, de ces moyens matériels, soit dans des cliniques, soit dans des hôpitaux, et on va utiliser, en ce qui concerne l'anesthésie, essentiellement donc des médicaments qui vont être administrés soit par inhalation, soit par perfusion. La voie intramusculaire, la voie orale et antique suppositoire, ça n'a plus de place en anesthésie. L'immense majorité des produits qu'on va vous administrer vont nécessiter la mise en place de dispositifs pour inhaler, qui vont nous permettre aussi de vous oxygéner, et une perfusion pour mettre des produits directement en intraveineux. Bon, on passe rapidement sur l'anesthésie locale. Je vous ai dit, il y a une seule famille, c'est les anesthésiques locaux, qui sont des inhibiteurs de la transmission nerveuse. Quand on met anesthésie quelque part, ça arrête l'influx nerveux dans les deux sens. Moteur, vous ne pouvez plus bouger, et sensitif, vous ne sentez plus rien. L'anesthésie générale, classique, utilise 3 grandes familles de produits. Les hypnotiques, les antalgiques et les curares. Les hypnotiques, c'est pour faire dormir. Les antalgiques, c'est pour limiter la douleur et pour limiter les conséquences de la douleur. Parce que vous pouvez très bien dormir et attraper un 25 de tension et faire un infarctus ou un AVC si vous avez mal pendant l'anesthésie alors que vous dormez. C'est un paradoxe, et ça il faut bien le comprendre. Anesthésie, c'est hypnose et analgésie. Les deux sont indissociables. Si vous faites que de l'hypnose, vous allez avoir inconscient, ça va saigner plus, vous risquez de faire des accidents vasculaires, etc. Donc les deux disciplines sont liées, sauf pour des gestes extrêmement peu douloureux. Les curares, c'est autre chose. Alors les hypnotiques. Ça, c'est les enfants qui ne se laissent pas faire. Voilà, les hypnotiques, donc, je vous ai parlé du grand-père et de la grand-mère, le chloroforme et l'éther. Historiquement, et depuis, on a un petit peu évolué avec des produits qui sont assez proches, hein, au plan moléculaire, avec l'allotane dans les années 60. L'allotane, c'est la révolution, parce que c'est un produit qui n'est ni inflammable, ni explosif. Alors que l'éther et le chloroforme ont ces deux particularités. Alors avec l'arrivée du bistouri électrique, l'éther et le chloroforme, on les a envoyés au musée, hein, parce qu'il y a un certain nombre de malades qui en ont fait les frais. Mais la voie inhalée reste très utilisée en anesthésie, parce qu'elle est facile à administrer, elle est facile à doser, elle se réverse très rapidement, et donc depuis l'allotane, il y a d'autres anesthésiques volatiles halogéniques, qui sont donc des vapeurs qu'on va vous administrer grâce à un vecteur qui est un mélange gazeux. Et ce mélange gazeux, il va être enrichi en oxygène. C'est la fameuse portion
respirable hein, de monsieur, je vais vous dire dans un instant, Antoine Lavoisier. Voilà, hein, parce qu'on va vite comprendre que 21% d'oxygène, qui est la teneur de l'air qu'on respire en ce moment, vous et moi, en anesthésie, ça ne va pas du tout suffire. Donc on est très attaché, nous les anesthésistes, à l'inhalation, parce que c'est de l'anesthésie, mais c'est aussi de l'oxygénation. Et vous allez voir que l'oxygénation, c'est la principale préoccupation pendant une anesthésie générale. Alors plus récemment, évidemment, on va utiliser des perfusions. Ce produit blanc que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le Diprivan, qui a été rendu célèbre par un chanteur américain, Michael Jackson, n'est-ce pas hein, c'est le propofol, voilà, hein, administré par un cardiologue formé à Porto Rico, ça a mal tourné, mais avec un anesthésiste, ça se passe beaucoup mieux, je vous le garantis. Avant le propofol, évidemment, on utilisait d'autres produits, les fameux barbituriques, le pentotal, hein, qui a été synthétisé seulement dans les années 30. D'autres produits sont utilisés, kétamine, neuroleptique, benzodiazépine. Disons quand même que la voie intraveineuse royale, actuellement, c'est le propofol, pour les hypnotiques. Deuxième grande famille de produits, à côté des hypnotiques qui vont nous permettre de vous endormir, soit par voie inhalée, soit par voie intraveineuse, ce sont donc les antalgiques. Alors là, c'est beaucoup plus simple, hein. Le grand-père, c'est la morphine, et les descendants, ce sont des dérivés de la chimie qui nous ont donné des produits d'une puissance absolument phénoménale, puisqu'on travaille en milliers de milligrammes. Alors je vous ai mis une photo, mais vous n'en trouverez pas dans le commerce. Hein. Ça, c'est le produit, vous voyez, des microgrammes, hein, donc c'est des millièmes de milligrammes. Ce sont des doses absolument très très faibles qui vont permettre d'avoir des effets antalgiques absolument fabuleux. Ces produits agissant donc sur des récepteurs au niveau cérébral, au niveau médulaire et même parfois au niveau tronculaire, hein, et qui ont pour but d'arrêter la transmission douloureuse. Alors on va voir qu'à haute dose, ils ont un énorme problème pour nous, c'est qu'ils arrêtent aussi la respiration. Parce que quand on ne respire pas, on ne vit pas très bien. Que ça va être le problème principal de ces produits. Mais il y a pire. Il y a pire, je vous rassure, c'est la troisième grande famille de produits utilisés en anesthésie, c'est les curares. Alors les curares, c'est des produits qui n'ont aucun effet hypnotique, aucun effet antalgique. Ce sont des produits paralysants. C'est-à-dire qu'ils vont inhiber la transmission entre le nerf et le muscle. Au niveau de ce qu'on appelle la plaque motrice, hein, il y a un produit qui s'appelle l'acétylcholine qui va arriver, quand l'influx nerveux arrive, libération de l'acétylcholine, contraction du muscle. Et nous, on a des produits qui s'appellent les curares, qui vont prendre la place de l'acétylcholine, et l'acétylcholine ne passe plus. Et donc le muscle va se relâcher. Alors c'est très agréable quand on a à faire de l'orthopédie, quand on a à mettre des écarteurs en chirurgie digestive, en chirurgie thoracique. Ça donne une immobilité absolue en ophtalmologie. Quand on n'est pas tout à fait sûr de son niveau d'anesthésie, on va voir qu'on essaie de l'être de plus en plus. Des fois, on me dit qu'il faut être sûr que le patient ne bouge pas. En neurochirurgie, dans un temps très délicat, on met une seringue de curare, on est sûr que le patient bouge. Pas très élégant, mais on le fait, donc je vous le dis. Le problème fondamental de ces curares, c'est qu'il y a un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est innervé par un nerf qui s'appelle le phrénique, qui est extrêmement utile, puisqu'il nous permet de respirer. Et que comme c'est un muscle rouge, il va être atteint par les plaques motrices à médiation acétylcholinergique, et donc il va s'arrêter. Et si le diaphragme s'arrête, ainsi que tous les muscles respirateurs accessoires, qui ne suffisent pas, le diaphragme étant le principal et de loin, on va réaliser ce qu'on appelle une apnée, c'est-à-dire un arrêt complet de la ventilation. Complet. Alors que vous et moi, en ce moment, on inspire à peu près 16 fois par minute, d'accord ? Et on expire sans même s'en rendre compte, parce que l'élasticité du anesthésie dès l'induction, c'est de vous faire avec de l'oxygène dans les poumons, de vous souffler dans les bronches. En anesthésie, on est amené à utiliser beaucoup d'autres produits, je ne peux pas les détailler, des antibiotiques,
tous les produits que vous prenez déjà vous, parce que vous êtes hypertendu, diabétique, épileptique, Dieu sait, etc. On doit savoir manier, on doit savoir lesquels il faut arrêter, lesquels il faut poursuivre. Il y a des relais qui sont pris par voie veineuse si vous les prenez péros. Il y a des délais d'arrêt impératifs de 2 jours, de 4 jours, de 6 jours. Il y a des relais possibles entre des produits péros, les antivitamines K et les parines. Il y a toute une pharmacopée. Hein. Le Vidal, c'est épais comme ça. Je ne peux pas tous vous les décrire, mais on utilise évidemment énormément de produits en fonction de vos pathologies et des nécessités liées à la chirurgie. Hein, on verra en particulier les vasoconstricteurs, les toniques cardiaques qui vont être utilisés. Alors la mise en œuvre d'un processus, d'un acte chirurgical sous anesthésie, il est décidé dans 2 grandes circonstances. Ce qu'on appelle la chirurgie réglée. Vous allez voir quelqu'un parce que vous avez besoin de prothèse totale de hanche, par exemple. On a le temps de se préparer, on a le temps de vous connaître, on a le temps de vous voir. Et puis, il y a une autre façon de rencontrer un chirurgien, c'est dans l'urgence. Vous avez un gros problème, il va falloir le régler rapidement. Et donc là, toute la phase de préparation, d'adaptation de vos traitements, de connaissance de vos pathologies, etc., va être réduite de façon extrêmement courte, parfois quasiment immédiate. Hein. Une femme qui fait un hématome rétroplacentaire à l'hôpital, dans les 2 minutes, son bébé est dehors. Donc elle arrive, 2 minutes après, la césarienne est faite. Donc autant vous dire que la préparation, les explications, etc., sont réduites à leur portion la plus simple. Donc idéalement quand même, hein, une anesthésie, ça commence avant le bloc. Clairement, avec une consultation d'anesthésie, on va se renseigner sur le geste que vous devez subir, on va voir qui vous opère, de quoi, comment, combien de temps ça dure, est-ce que ça saigne, est-ce qu'il y a un risque infectieux, on va vous rencontrer vous, combien vous pesez, quel âge vous avez, quelles sont vos habitudes, est-ce que vous buvez un peu, beaucoup, passionnément, vous fumez, hein, et puis vos pathologies, hein, est-ce que vous êtes hypertendu, est-ce que vous êtes diabétique, hein, on a beaucoup de choses à connaître avant de se jeter sur vous pour vous endormir, parce que les techniques vont être très différentes. Si on a le temps, on va faire des examens complémentaires, quel est votre taux d'hémoglobine, est-ce qu'on peut avoir l'avis d'un cardiologue, est-ce que vous avez un rythme cardiaque sinusal ou au contraire un trouble du rythme, est-ce que vous avez des problèmes respiratoires, est-ce qu'on peut les améliorer par des bronchodilatateurs, est-ce qu'on peut vous renutrir si vous avez une pathologie grave, préparation kiné si vous êtes encombré. Donc il y a un certain nombre de manœuvres, quand on a le temps, qui peuvent être mises en œuvre et qui vont différer l'acte. Par exemple, pour une prothèse totale de hanche, si vous n'avez pas 12 grammes d'hémoglobine, on va vous faire du fer intraveineux et de l'EPO, comme M. Virenque, pour vous doper la moelle osseuse, hein, pour que vous arriviez avec un 14, 15, 16 grammes d'hémoglobine, et que si même vous perdez un petit peu de globules pendant votre intervention, ça soit tolérable. On va y revenir, mais quelle que soit l'intervention, même un ongle incarné, vous aurez moins de globules rouges à la sortie qu'à l'arrivée. On va en parler. Donc, comment on peut vous préparer, vous réhydrater, vous renutrir, vous transfuser s'il faut, l'arrêter certains médicaments, faire des relais entre les médicaments oraux. Il y a tout un tas de préparations qui sont possibles pour optimiser les conditions de votre intervention. Et pour choisir la meilleure solution, par exemple, entre une rachianesthésie, une anesthésie générale, une anesthésie locale aidée, par exemple en ophtalmo, hein, si vous êtes coopérant, si on pense que vous avez... on va pouvoir vous parler, hein, obtenir votre coopération, ou inversement, si on a affaire à quelqu'un qu'on n'arrivera pas à raisonner, on va choisir d'autres méthodes. Donc finalement, la méthode pour une intervention donnée n'est pas forcément la même pour tous les patients, en fonction de tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va avoir une chirurgie de prostate sous une anesthésie moitié inférieure du corps, ou sous anesthésie générale. Alors laissez-nous choisir par pitié. Je ne veux pas dormir, etc. Non. Quand vous prenez l'avion, vous ne dites pas au pilote s'il doit passer au-dessus du Kenya ou de l'Arabie Saoudite en fonction des conditions de guerre ou du climat. On est d'accord? Donc par pitié, ne venez pas nous voir à l'anesthésie en disant ben, moi je veux dormir. Moi je ne veux pas dormir. Hein? Laissez-nous choisir. On va choisir la meilleure solution pour vous. Parfois, on vous fera choisir si les deux solutions nous paraissent équivalentes en termes de risque. Bien entendu, on va toujours privilégier les solutions les moins risquées. Si elles sont équivalentes en termes de risque, on vous expliquera les avantages et les inconvénients de chacune. Là, on tiendra compte de votre avis. Alors, dans le cadre de l'urgence, c'est complètement différent.
quelqu'un qui arrive en péritonite avec une hernie étranglée, avec une fracture ouverte, on sait qu'on va le prendre en charge très rapidement. Et toute cette période merveilleuse où on discute, où on voit ce qu'on peut faire, où on améliore vos conditions, elle n'existe pas. L'urgence elle-même peut vous mettre dans un état dit de détresse. Vous avez une hémorragie interne, vous avez une péritonite, hein, vous pouvez vous-même être dans un état qui lui-même est grave. Sans parler qu'on puisse pas l'améliorer. Donc, évidemment, la méconnaissance du terrain, etc., fait qu'on va être un petit peu embêté. Alors là, je voudrais m'arrêter un instant sur la notion d'estomac plein. Vous savez qu'on fait jeûner tous les opérés du monde, dans tous les pays du monde. Hein, vous avez le fameux jeûne préopératoire qui a pour but de ne pas aboutir à cette situation. C'est-à-dire ne pas avoir l'estomac plein dans l'or. Parce qu'un estomac plein, lors du relâchement musculaire et général du corps, en particulier le sphincter du bas œsophage, hein, qu'on appelle le cardiaque, d'accord, hein, va se relâcher. Comme vous êtes à l'horizontale, on ne perd pas les jambes debout, il y a un risque de passage, de retour par l'œsophage et de passage dans les voies aériennes supérieures. C'est ce qu'on appelle l'inhalation. C'est une complication majeure de l'anesthésie générale. Pourquoi? Parce que d'habitude, on se protège contre l'inhalation. Si vous vomissez, si vous faites du vélo et que vous inhalez un moucheron, vous allez tout faire pour qu'il ne rentre pas plus loin. Vous allez faire... Vous allez cracher, vous allez tousser. Un moucheron à la limite de la visibilité, hein, le quart d'une tête d'épingle, vous allez vous en débarrasser par ce qu'on appelle les réflexes de défense des voies aériennes supérieures. Ces réflexes des voies aériennes supérieures intéressent donc la glotte, l'épiglotte, et puis surtout la trachée, et même plus bas les bronches, et vont tout faire pour que vous n'inhaliez rien du tout. Sous anesthésie, vous allez perdre tous ces réflexes. Et donc il va y avoir une période extrêmement critique, c'est la période où vous avez perdu tous vos réflexes, et on ne vous a pas encore protégé les voies aériennes. Parce qu'on ne peut vous protéger les voies aériennes qu'avec une sonde et un ballonnet gonflé. Pour ceux qui ont eu la curiosité de passer tout à l'heure, hein, on va vous passer une sonde dans la trachée, et ensuite on va gonfler le ballonnet, qui est à l'extérieur. Alors maintenant j'ai que le sang est bien côté. Quand ce ballonnet va être bien gonflé, il va assurer une étanchéité totale des voies aériennes supérieures. Il va nous libérer de ce risque. On ne peut plus respirer alors. Alors c'est un tuyau, hein, on va vous faire respirer à l'intérieur. Ça c'est à l'extérieur, le ballonnet est à l'extérieur de la sonde, vous êtes bien d'accord? Donc voilà. On a perdu. Donc, cette protection des voies aériennes va être assurée par une sonde d'intubation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre une sonde d'intubation à quelqu'un de conscient, puisqu'évidemment, il se mettrait à tousser et à nous empêcher de le faire. Et donc, il y a donc un petit moment entre vous êtes déjà en anesthésie et on n'a pas encore protégé vos voies aériennes, où il y a un risque très important d'inhalation. Alors, il y a un certain nombre de manœuvres pour faire qu'on aille très vite et pour limiter cette période difficile. Mais clairement, d'être endormi en urgence avec un estomac plein, en dehors du fait que pourquoi on vous endort et de votre état critique, hémorragie, septicémie, péritonite, etc., le simple fait d'avoir l'estomac plein, c'est déjà un risque majeur. Bien. Donc, la mise en œuvre du processus, vous avez bien compris qu'on n'est pas encore entré dans le bloc. Ça peut finir par le choix de la technique et éventuellement par proposer des méthodes d'amélioration aussi rapides que possible ou parfois lentes, et proposer une prémédication. Alors, historiquement, on mettait de l'atropine pour que les gens ne sécrètent pas trop avec l'éthyle chloroforme. Actuellement, la prémédication, elle est surtout proposée pour l'anxiolytique. Hein, c'est-à-dire pour que vous arriviez détendu au bloc opératoire. Elle peut être proposée pour les estomacs pleins. On désacidifie l'estomac avec des alcalinisants. On diminue la sécrétion avec des antisécrétoires, dont l'efficacité est quand même peu efficace. Si vous arrivez avec la moitié de votre estomac rempli de couscous, vous aurez du couscous dans l'estomac pendant toute l'intervention, c'est clair. On ne pourra rien pour ça. Et même avec une sonde passée dans l'estomac, on ne pourra pas vider l'estomac. On peut vider des liquides, mais pas un estomac plein de solides. Ça ne marche pas. Bien. Donc, ça y est, on arrive au bloc.
On va donc entrer au bloc opératoire. Alors on peut arriver à pied, c'est une façon moderne d'arriver. On peut arriver couché, quand on n'est pas bien. On peut arriver en voiture, les enfants, on les fait arriver avec des petites voitures, pour qu'ils soient contents. Bon là j'ai fait simple, hein. Et donc voilà le bloc opératoire. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas encore la table d'opération, puisque moi je m'intéresse beaucoup à l'anesthésie, un peu à la chirurgie, mais enfin c'est pas mon truc. Donc entrer en salle, c'est arriver dans un bloc opératoire. Alors là on change de monde, c'est un mode aseptique, pas tout à fait stérile, mais là le site opératoire va le devenir, l'air est propre, tout est propre, il fait froid. En ce qui nous concerne, on a beaucoup de matériel. Alors, depuis l'extérieur, il y a des pousse-seringues qui vont permettre d'administrer les produits à débit continu. Parce qu'en fonction des demi-vies des produits, il y a des demi-vies tellement courtes qu'on est obligé d'en mettre tout le temps. Hein, la demi-vie du produit, c'est l'élimination. Et les produits, on peut en mettre toutes les heures, toutes les demi-heures. Les curares, on va en mettre toutes les heures. Hein, vous resterez curarisé toute l'intervention. Alors que certains produits ont une demi-vie tellement courte qu'au bout de 3 minutes, il n'y en a plus. Donc on va les administrer, en perfusion toujours, pour certains à débit continu, d'autres en réinjection multiple. Ensuite, bon, il y a du matériel, il y a des seringues, il y a de quoi ventiler, il y a tout un tas de choses pour rester propre. Le gros de notre appareil, c'est juste derrière la tête. Hein, c'est l'appareil qui va permettre de ventiler, on va y revenir tout de suite, hein, puisque dès qu'on va vous endormir, une de nos premières préoccupations, ça va être de faire arriver de l'oxygène dans vos poumons, une fois qu'on vous a endormi. On commence quand même, un peu comme dans l'aviation, à faire une petite checklist, hein, pour être sûr qu'on fait tout. Donc il y a des hommes et du matériel. Hein. Je reste bien conscient que sans les hommes, le matériel ne sert à rien. Hein. Donc voilà une infirmière anesthésiste qui vous attend. D'intervention, d'erreurs de côté, d'erreurs de personne, en sachant qu'on est confronté de plus en plus souvent à des usurpations d'identité dans différents contextes. D'abord, des gens qui viennent de l'étranger et qui veulent se faire opérer parce que c'est pas cher, comme c'est gratuit, et que c'est assez bon parce que la médecine française est plutôt réputée par rapport, par exemple, à la médecine des îles voisines. Et donc ils viennent, et sciemment, ils prennent l'identité de quelqu'un d'autre. Alors c'est un problème? Oui et non, parce que finalement, si on vous fait enlever la vésicule, que vous êtes Madame Dubois ou Madame Durand, c'est pas très grave, ça pose juste un problème au moment de vous transfuser. Si vous avez pris l'identité de Madame Dubois, alors que vous êtes Madame Durand, il est assez peu probable que vous ayez le même groupe sanguin, avec les mêmes antigènes de surface dans vos globules rouges, et là, ça va faire un vrai problème. On y reviendra. Il y a aussi des gens qui sont, comment dirais-je, phobiques de toute l'administration. Voilà, la carte vitale, c'est pour les imbéciles, donc je prends celle de mon frère, ça ira très bien. Hein. Et puis d'autres circonstances, je ne vais pas vous détailler, et c'est un vrai problème en anesthésie d'être sûr que la personne qu'on a en face, c'est bien la personne qui est prévue au programme. Usurpation d'identité. Donc on fait une espèce de checklist, hein, comme dans l'aviation, on vérifie un certain nombre de choses. Alors les infirmières arrivent une demi-heure avant, et c'est eux qui se tapent, hein, de vérifier la pression, les débits d'oxygène, les débits de proto, les appareils de sécurité, etc. Hein. Et quand vous arrivez, on va très vite vous placer un certain nombre d'éléments de surveillance en place. Alors le premier, c'est la perfusion. Sauf chez les enfants qui n'aiment pas être piqués, on va quasiment toujours commencer par une perfusion qui va nous permettre d'administrer les hypnotiques, les morphiniques, il n'y a pas de morphinique inhalée, et les curares. D'accord? Sans perfusion, il est extrêmement complexe de faire une anesthésie, hein, et en tout cas pas de faire une anesthésie de bonne qualité. Très souvent, en particulier chez les enfants ou chez les gens peu coopérants, on va les étouffer, entre guillemets, c'est-à-dire commencer par une anesthésie inhalée, et secondairement, quand ils seront coopérants du fait de leur hypnose, de l'anesthésie, hein, évidemment, on va les piquer. Alors, ça peut être très facile de piquer quelqu'un en perfusion, ça peut être très compliqué, ça peut durer 30 secondes, 3 secondes, ça peut durer une demi-heure, selon les veines. On peut avoir recours là encore à des méthodes d'échographie pour aller chercher des vaisseaux qui ne sont pas visibles sous la peau. Dans le pire des cas, on peut faire une intra-osseuse, qui aller chercher votre moelle osseuse, hein, en utilisant un trocar, qui là aussi va être mis sous anesthésie, je vous rassure, hein, sauf conditions exceptionnelles, et qui vont permettre d'infuser dans la moelle osseuse, de façon quasi comparable à une perfusion intraveineuse, les produits dans votre corps. Puisque n'oublions pas que le but, c'est de faire arriver des molécules à leur récepteur. Monitoring plus ou moins complexe, perfusion, on en a parlé,
SCOP pour le rythme cardiaque, saturomètre pour la saturation en oxygène du sang, pas de vernis à ongles s'il vous plaît quand vous venez vous faire opérer, appareil à tension automatique, et au moins un détecteur de CO2 qui va nous permettre rapidement de savoir si la ventilation est correcte, puisque le CO2 étant le métabolite ultime des hydrates de carbone, comme vous le savez, est éliminé par la respiration. Donc on va avoir comme monitoring de base, SCOP, appareil à tension, saturomètre et capnographe. Ça c'est la base. Si on n'a pas ça, on ne fait pas d'habitude. D'accord? Ça peut être beaucoup plus compliqué, on va le voir tout à l'heure. Après la voie veineuse, on va toujours faire une pré-oxygénation. Hein? C'est donc un élément fondamental. L'air contient essentiellement de l'azote, et l'azote, ça ne sert à rien. On va augmenter vos capacités à tenir l'apnée avec l'oxygène de façon phénoménale en vous demandant de respirer de l'oxygène pur. C'est pour ça que je ne veux pas le masque, mais il faut vouloir le masque. Parce que quand vous avez que de l'air, vous avez beaucoup d'azote, vous avez une PO2, c'est une pression partielle d'oxygène dans les artères qui est faible, et très vite, si on ne vous apporte pas de l'oxygène, vous allez rentrer dans l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Et le manque d'oxygène, le corps humain, en particulier les cellules cérébrales, le supporte très mal et pas longtemps. D'accord? C'est pour ça qu'il faut accepter le masque, parce qu'on va vous donner à respirer de l'oxygène pur. Ça va donc multiplier par 5 la fraction inhalée d'oxygène, ce qu'on appelle la FiO2. On va remplir l'ensemble de vos poumons d'oxygène, ce qui va être merveilleux, vous avez 5 clés de capacité pulmonaire, et on va remplir tous vos organes, toutes vos veines, toutes vos artères, avec une PO2 qui va être multipliée par 4 ou 5. Et là, vous allez avoir des capacités d'apnée bien supérieures à monsieur de... Vous appelez Jacques Mayol, n'est-ce pas, hein, qui tenait 7 minutes, où vous allez tenir 8, 9, 10 minutes s'il faut. Hein. Donc on est tranquille. Le temps qu'on contrôle vos voies aériennes, on a du temps. Donc accepter la pré-oxygénation, c'est un élément fondamental de la préparation à l'anesthésie. Et puis enfin, on fait le sujet, on rentre dans votre corps, on y va, c'est parti. Donc soit inhalé, là c'est probablement une tête d'enfant, soit intraveineuse. D'accord? Notre but, c'est que vous perdiez connaissance. Parce que grâce à la perte de connaissance, on va pouvoir contrôler vos voies aériennes avec les différents appareils et ensuite, secondairement, commencer la chirurgie, bien entendu, proprement dite. Tant que vous avez conscience, ça ne peut pas se passer. La perte de connaissance, c'est pas dormir, c'est être dans le coma. Vous perdez tout le contrôle. Vous perdez tous vos sens communs, l'ouïe, la vue, le goût, etc. Mais en fait, vous perdez tout. Vous ne savez plus rien faire. Vous ne savez plus dire j'ai froid, j'ai faim, vous avez besoin qu'on vous materne, qu'on vous installe, vous ne savez pas dire si ça appuie là, enfin, on va prendre en charge l'ensemble des fonctions vitales dès votre perte de connaissance. L'objectif, c'est la notion d'homéostasie. L'homéostasie, c'est les conditions générales de vie qui font que les cellules, les organes, les tissus sont en pleine forme. Ça veut dire de l'oxygène, ça veut dire du sucre, ça veut dire de la température, ça veut dire de l'équilibre acido-basique, ça veut dire toutes les conditions normales, une pression artérielle qui va bien, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va contrôler toutes les grandes fonctions vitales que je vais vous énumérer maintenant, hein, pour essayer de garder donc cette fameuse homéostasie, c'est-à-dire singer en fait ce qu'on fait tous les jours. On se maintient une bonne tension, on se maintient une bonne température, on se maintient une bonne glycémie. Hein. Si on est mal installé, ben on change. Là, dans l'avion, si vous avez le coude qui commence à fatiguer, vous changez de position, etc. Donc le problème numéro 1, quand on a perdu conscience, c'est l'apnée. Du fait de l'utilisation des morphiniques et du fait de l'utilisation des curares, vous vous mettez en apnée. On va donc passer de cette fameuse ventilation spontanée, naturelle, en dépression inspiratoire, à la fameuse ventilation artificielle qui se fait en pression positive. Alors ça, c'est fondamental pour comprendre l'anesthésie, c'est qu'on arrête la nature et on inverse totalement le régime des pressions. C'est-à-dire, au lieu de inspirer en dépression, on va vous souffler dans les bronches en surpression et le système reviendra de lui-même à son état d'équilibre
comme la respiration naturelle. Ça n'a pas été toujours le cas. Si vous regardez des photos, par exemple, des poumons d'acier, par exemple dans les épidémies de polio après la guerre, vous voyez ces pauvres gamins qui avaient la tête enserrée dans un collier, et on faisait une dépression autour de leurs poumons pour les faire respirer, parce qu'on n'avait pas compris qu'on pouvait pousser du mélange dans les bronches. Les poumons d'acier, ça. La dernière dame est morte récemment, elle est restée 50 ans dans son poumon d'acier, elle ne voulait plus sortir. Elle ne voulait pas accepter une ventilation autre. Donc, on doit absolument vous faire une oxygénation. Alors, quand vous avez perdu la ventilation, eh bien évidemment, le masque, le simple fait d'avoir de l'oxygène devant le nez, avec cet appareil-là, qui sera utilisé pendant le réveil, ça ne marche pas. Donc, soit on va vous mettre un masque sur la face, étanche, grâce à ce petit ballonnet, et on va vous souffler dans les bronches, soit on va utiliser un peu plus profondément un masque laryngé, c'est-à-dire qu'on va aller, comme le montre le schéma de droite, au niveau de l'orifice supérieur de la trachée. On va avoir des systèmes relativement étanches, soit avec des ballonnets, soit avec des moules qui sont censés à peu près épouser l'orifice supérieur de la trachée, c'est-à-dire la glotte avec l'épiglotte qui se soulève. Ça c'est pas mal, mais le gold standard, ça reste l'intubation orotrachéale. C'est-à-dire, on passe par la bouche et on va utiliser ces fameuses sondes d'intubation pour contrôler les voies aériennes supérieures. Alors l'immense majorité des manœuvres se fait en laryngoscopie directe. C'est-à-dire qu'on a une petite lampe de poche avec une lame courbe, et voilà ce qu'on voit. On voit la base de la langue tout en haut, sous décembre 2022. On voit l'épiglotte sous Preventing Esophageal, je ne parle pas très bien anglais. Et on voit l'entrée de la trachée. D'accord? On distingue très bien les cordes vocales, le V des cordes vocales. Normalement, elles sont dirigées comme ça, les cordes vocales. Mais évidemment, là, vous êtes sur le dos. Donc, ce qui était devant devient en haut. Donc, le V des cordes vocales, on distingue très bien les premiers anneaux de la trachée derrière. Et alors là, la photo est merveilleuse. On voit presque la carène. La carène, c'est D4, c'est-à-dire on est déjà profondément dans le corps, avec la disparition à droite de la bronche souche droite et à gauche de la bronche souche gauche. Donc une anesthésie générale, 9 fois sur 10, ça commence par une laryngoscopie directe. On va installer une sonde à ballonnet. Alors elle n'est pas tout à fait assez profondément installée, puisqu'on va mettre le ballonnet idéalement un petit peu en dessous des cordes vocales, pour ne pas léser vos cordes vocales. On va gonfler ce ballonnet avec une pression telle, on va vérifier la pression dans le ballonnet, qu'elle ne perturbe pas la circulation sur la muqueuse de la trachée, qui est une muqueuse très fragile, pour ne pas risquer une sténose secondaire. Parce que quand on a mis trop de pression, on a arrêté la circulation, ça fait une cicatrice qui peut être sténosante, ce qui évidemment est extrêmement gênant. Donc, toutes les anesthésies du monde, en France, en Europe, en Australie, commencent, si on n'a pas décidé de faire un moyen simple, uniquement évidemment si vous avez l'estomac vide, on fait ce moyen, l'intubation orotrachéale. Quand on n'y arrive pas en laryngoscopie directe, on a des vidéolaryngoscopes, on a des fibroscopes, on va toujours trouver le moyen d'y arriver. D'où l'intérêt de la préoxygénation, parce qu'évidemment, une laryngoscopie simple, ça dure quelques instants. Quand on y arrive, on va la trachée, on y va. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué. Et si on vous a bien préoxygéné, on a le temps. Vous ne désaturez pas. On a notre fameux saturomètre qui nous indique que tout va bien à bord. L'intérêt de l'intubation, c'est donc le contrôle des voies aériennes, la ventilation, l'oxygénation, l'administration de produits anesthésiants comme le protoxyde d'azote ou les anesthésiques volatiles, d'accord? Et c'est aussi grâce au ballonnet le contrôle de la ventilation. On a un système parfaitement étanche, on peut savoir quel volume, quelle pression on peut faire de la ventilation contrôlée de façon extrêmement précise. Et dernier point, on a créé toute notre attention dans les premières secondes d'une anesthésie générale. Très vite, on va monitorer la ventilation de façon plus complexe, quels sont les volumes, quelles sont les pressions, etc. Mais déjà, avec le saturomètre et le CO2, on sait qu'on a réussi. C'est bien de l'air qui vient des alvéoles, puisqu'il y a du CO2 dedans, qu'on analyse à la sortie. Si on n'a pas réussi, l'autre alternative, c'est juste en dessous, c'est l'œsophage. Alors on va gonfler l'estomac, aucune efficacité en oxygénation, la parole de l'estomac,
l'oxygène ne diffuse pas, ça va faire des problèmes de pression très rapidement. Donc une intubation œsophagienne, il ne faut pas qu'elle reste méconnue plus que 2 ou 3 ventilations. Il faut tout de suite qu'on comprenne qu'on n'est pas au bon endroit, on va se retirer et on va essayer de trouver la trachée. Donc là, à droite, sur l'écran de droite, il y a des courbes un petit peu ésotériques, la jaune, la bleue, la rose. Hein, c'est des courbes de pression, c'est des courbes de débit, c'est des courbes de volume. Hein. En dessous, le chiffre, là on ne peut pas le voir, jaune, c'est le chiffre de CO2. Et donc ça nous permet de doser la ventilation pour avoir toujours 100 SAT, ça c'est très facile, parce qu'on a tellement d'oxygène dans le mélange inhalé, et pour avoir 40 de CO2, c'est-à-dire la bonne fraction expirée, comme ça on sait que la ventilation n'est ni trop forte, l'hyperventilation, ni pas assez, l'hypoventilation. Le deuxième truc qui va nous préoccuper immédiatement après qu'on vous ait intubé, on va reprendre une tension, on va vérifier que votre scope ne s'est pas emballé, que vous dormiez profondément, vous n'êtes pas en tachycardie, et quel est le débit cardiaque, quelle est la perfusion des organes, en pratique, quelle est votre perfusion des organes. Le premier indice, c'est bien entendu la pression artérielle. Donc on va reprendre une pression artérielle en sachant que toutes nos drogues, hypnotiques, analgésiques, ont des effets inotropes négatifs, c'est-à-dire plutôt cardio-dépresseurs, et ont des effets vasodilatateurs, parce que le corps humain, il est en permanence en vasoconstriction. C'est ce qu'on appelle le tonus orthosympathique, et quand on relâche le corps humain, le tonus orthosympathique, il se relâche aussi. Donc, on a des problèmes de tension immédiatement après une induction. Si vous dormez bien, vous allez avoir une chute de tension. Alors, on va tolérer 10, 20, 30% maximum de chiffres, et on a un certain nombre de moyens de le contrôler. Ça peut être le remplissage, perfusion, transfusion, ça peut être des drogues vasoactives, des vasoconstricteurs. On va utiliser en particulier la noradrénaline, qui est le produit le plus vasoconstricteur qui soit, et qui là encore à des doses très faibles va nous servir. On peut également utiliser des drogues inotropes positives, c'est-à-dire qui vont directement agir sur le cœur pour avoir un effet sur le myocarde, hein, pour retrouver une tension artérielle qui nous paraisse correcte. En désespoir de cause, on mettra les pieds en l'air, hein, comme on fait en secourisme, hein, en attendant que nos autres moyens, perfusion, transfusion, inotropes positifs et vasoconstricteurs, fassent effet, et on pourra commencer l'intervention. Il y a très peu d'interventions qu'on peut faire avec les pieds en l'air. Quand on en est là, déjà, on vous a intubé, vous êtes dans l'œsophage, vous êtes bien, vous êtes complètement endormi, vous avez perdu conscience, ça fait déjà donc quelques minutes. Hein. Si tout va bien, ça va durer 2-3 minutes, ce que je viens de vous décrire. Hein. 2 minutes. Déjà, on a 100 SAT, on a du CO2, vous avez une bonne tension, ça va. Je ne vous dis pas qu'on part au café tout de suite, parce qu'on va aller boire un café très vite, mais ça va, on est bien, on est confiant, et donc, on peut s'occuper des autres fonctions. Alors les autres fonctions vitales, en dehors de la respiration et de la circulation, au plan neurologique, on va vérifier que vous êtes bien installé, qu'il n'y a pas d'objet qui risque de vous tomber dessus, qu'il n'y a pas de torsion ou un plexus qui est étiré, hein, on va peaufiner l'installation, c'est du nursing. Hein, le poussipage qui est de la table aussi, par exemple, hein, sur un mouvement considéré. Donc il y a des ridelles qui sont mises, il y a des sangles, il y a des appuis-bras, enfin tout un tas de choses. On va s'occuper de votre température. C'est pratiquement notre troisième préoccupation majeure, hein, avec la prévention de l'infection, c'est l'homéothermie. Il faut comprendre que, on a parlé d'homéostasie tout à l'heure, quand on s'éloigne des conditions d'homéostasie, tout va mal. Les cellules, elles ne font plus leur fonction. Si c'est des cellules hépatiques, elles ne fabriquent plus les facteurs de coagulation. Si c'est des cellules immunocompétentes, elles ne s'occupent pas de faire des anticorps et d'aller phagocyter les bactéries, etc., etc., etc. Chaque fois qu'on perd 1 degré de température centrale, on peut dire qu'on perd à peu près 10% de fonction, comment dirais-je, de l'activité. Si c'est des plaquettes, c'est faire le coup plaquettaire. Si c'est des facteurs de coagulation, c'est faire des caillots. Si c'est du cœur, c'est d'envoyer, etc. Donc, on perd 10% de fonction chaque fois qu'on perd 1 degré. C'est vrai aussi quand on est en acidose. En acidose, il y a beaucoup de circonstances, l'infection, etc. Hein. Plus le corps est acide, moins il est efficace. Donc, l'homéothermie, c'est un défi majeur, d'autant que la température des salles d'op est maintenue basse pour limiter la prolifération bactérienne.
Donc il y a une espèce de paradoxe. Nous, on va essayer de vous retenir à 37 degrés avec beaucoup de moyens, des tapis, non pas volants mais chauffants, des couvertures à air pulsé, on va réchauffer vos perfusions, on va essayer de vous couvrir, on va vous mettre des bonnets, on va vous mettre des guêtres, des chaussettes, tout ça en tissu évidemment propre. On va vous couvrir, hein, on va vous découvrir au minimum. Alors ça, je voudrais vous dire aussi, hein, ça va très bien avec l'homéothermie, c'est le respect de la pudeur. C'est pas parce que les gens dorment hein, qu'on devient grivois ou incorrect, bien au contraire. Hein. Il y a un très grand respect du corps, y compris du corps endormi quand on vous endort. Et on va essayer au maximum de maintenir tout ce qui n'est pas nécessaire couvert. D'accord hein, retenez bien ça, la pudeur et la chaleur, ça va très bien ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent beaucoup. Cette température peut être monitorée, en particulier chez les enfants, parce que pour des raisons techniques, je ne peux pas vous expliquer, les enfants se refroidissent beaucoup plus vite que les adultes. Quatrième défi pour l'anesthésie en début d'intervention, c'est la lutte contre les infections, les fameuses infections nosocomiales. Alors là aussi, ça a commencé avant. On va essayer de stériliser, si vous avez les urines infectées, si vous avez la bile infectée, on ne va pas vous opérer le même jour. On va essayer d'abord stériliser les urines, d'abord stériliser la bile avant de vous opérer d'un calcul ou de la vésicule biliaire. On va faire des préparations, déjà pour vous demander de prendre des douches, hein, de prendre des shampoings la veille, le matin, de mettre des vêtements, des sous-vêtements propres, pour essayer de limiter le nombre de bactéries qui est phénoménal. Hein. Chaque personne, avant la douche du soir, il y a à peu près autant de bactéries dans et sur le corps que d'habitants autour de la planète. Hein. Ça se chiffre en milliards. D'accord ? Donc il y en a un paquet. Donc on va essayer d'en diminuer le nombre, non pas dans le tube digestif, mais au moins sur la peau. La préparation évidemment du champ opératoire, par vous, la douche, et par nous, l'opération proprement dite. La notion d'antibioprophylaxie, c'est l'administration préventive, c'est pas de l'antibiothérapie, d'antibiotiques dirigés. Vous savez que les antibiotiques ont un spectre. Les antibiotiques, c'est pas actif surtout, il y a des grammes plus, il y a des grammes moins, etc. Et donc, on va en antibioprophylaxie essayer de cibler les germes redoutés. En gynéco, en ORL, en orthopédie, où c'est plutôt le staphylocoque, etc., on va cibler un germe et on va administrer un antibiotique contre ce germe qui va vous inonder pendant la période préopératoire. Ça commence en préopératoire, et si l'intervention dure longtemps, selon la demi-vie des antibiotiques, on va en réadministrer pendant longtemps. Donc les respects de mesures d'hygiène générale de la chirurgie, bien entendu, les tables sont stériles, les chirurgiens sont habillés, le matériel est très souvent à usage unique, etc. etc. Hein. Donc c'est une préoccupation majeure hein, pour les équipes, hein, la lutte contre les infections. Les autres grands équilibres, on a parlé du pH, on peut faire des gazométries, on vérifie, je vous ai dit, le taux de CO2, hein, pour éviter l'acidose. On peut alcaliniser quand on sait, par exemple, que vous arrivez avec une infection sévère, etc. On sait que vous êtes déjà en acidose métabolique. L'hydratation, la volémie, la glycémie. Alors, l'hypoglycémie est extrêmement dangereuse pour le cerveau en particulier. Hein. Vous savez que quand le cerveau a été mal nourri en sucre, même si on retrouve quelques minutes plus tard tous les équilibres, il y a énormément de cellules qui en pâtissent, voire définitivement. L'hyperglycémie n'est pas bonne non plus, hein. Ça favorise l'infection, ça favorise l'hyperdurèse, donc on va essayer de vous garder une glycémie normale. L'hydratation, bien entendu, puisque vous avez jeûné, on va récupérer ce que vous n'avez pas pris au petit déjeuner, donc on va vous hydrater, on va vérifier les pertes sanguines, on va en parler du préopératoire, ou si vous avez une anémie préopératoire, on peut établir à vous transfuser. On peut amener aussi à vous amener des plaquettes ou des facteurs de coagulation si vous avez des pertes très importantes. Les équilibres hormonaux, si vous êtes déficient en thyroïde, déficient en corticoïdes, etc. Hein, déficient en insuline, hein, vous savez qu'on peut être amené à administrer toutes ces hormones. Il y a un certain nombre d'organes qui quand même travaillent tout seuls. Le foie, le rein, il suffit de les perfuser. Hein, on n'a pas de technique spécifique pour faire mieux marcher un foie que de le perfuser dans de bonnes conditions avec toute l'homéostasie que je vous ai décrite. Le rein, c'est pareil, sauf que le rein, on peut vérifier que tout va bien, mettre une sonde dans la vessie. Pour les interventions longues, hein, on va surveiller la duresse. Donc voilà, je dirais, les grandes préoccupations lors de l'induction, c'est-à-dire qu'on pourrait comparer au décollage dans l'aviation. Et là, pour le coup, quand on en est là, on va aller boire un café. On va laisser quand même toujours du personnel et des appareils.
tous nos appareils sont asservis à des normes, on va dire, et à des alarmes avec des seuils. C'est-à-dire que si la tension baisse de 30%, si la saturation baisse de 5%, si l'électrocardiogramme s'accélère, bip, 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 on va avoir un certain nombre d'alertes. Et ces machines, donc asservies à des alarmes, sont doublées par une surveillance humaine permanente. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours, dans un CHU par exemple, un médecin ou un infirmier diplômé. Il peut y avoir un interne, il peut y avoir un élève infirmier, mais vous n'êtes jamais seul pendant toute la durée de l'induction, de l'entretien et du répit. D'accord? On va se faire des pauses, mais on se relaye. Alors, on a décollé, maintenant on va, comparaison à l'aviation, faire un vol à haute altitude. Donc, on va entretenir l'anesthésie. L'entretien de l'anesthésie, ça veut dire, on continue à vous faire dormir, on continue à ce que vous ayez pas mal, on continue à vous curariser s'il y a besoin, on administre les antibiotiques selon les nuits et on poursuit la surveillance globale. D'accord? Alors on va se guider sur un certain nombre de critères. Les critères les plus modernes, c'est l'entropie, c'est le BIS, c'est-à-dire c'est des fonctions dérivées d'électroencéphalogramme pour vérifier que vous êtes bien endormi. C'est cher, ça fait des débris, comment dire, des déchets, donc c'est pas encore généralisé. La surveillance de la profondeur de l'anesthésie, c'est pendant le XXIe siècle quelque chose qui va se généraliser, qui n'est pas encore, pour des raisons particulières financières. Donc on va sur l'expérience, sur votre âge, sur votre poids, sur vos habitudes, en particulier de consommation alcoolique ou de drogue, avec la notion des demi-vies, etc. Vous administrez des produits en quantité qui nous paraissent, on va avoir des indices, comment dirais-je, dérivés. Si la tension monte, si le cœur s'accélère, si vous commencez à bouger, c'est que vous ne dormez plus assez. A l'inverse, si la tension s'effondre, etc., on sait que peut-être on va toujours essayer de maintenir ce qui nous paraît être le bon dosage. Par malheur, de temps en temps, vous entendez parler de réveil préopératoire ou de mémorisation, qui sont des phénomènes qui ne devraient pas se produire, si on a des bonnes connaissances de pharmaco, d'âge, de poids, etc., qui de temps en temps nous surprennent quand on n'a pas ces fameux appareils qui surveillent la profondeur de l'anesthésie. C'est assez rare, je vous rassure. Donc la poursuite, le maintien de notre partie, mais c'est aussi la surveillance des chirurgiens. Alors ça, évidemment, c'est un peu particulier. On vérifie ce qu'ils font. Est-ce qu'il n'y a pas eu une effraction dans un organe creux? Est-ce que ça ne saigne pas, etc. Et je pense que il n'y a pas meilleur conseil pour choisir un chirurgien que l'anesthésiste qui travaille avec. Demandez-nous qui sont les bons, on vous dira, et on dira éventuellement qui éviter. De la même façon, je pense que les chirurgiens peuvent vous dire celui-là, il est très bien, celui-là, je ne lui confierai pas ma femme. Parce qu'eux aussi, ils sont très bien placés pour nous juger. D'accord? Mais je pense que nous, on est quand même très bien placés pour les juger. Le problème numéro 1, en dehors d'une complication spécifique, c'est le problème du temps et du saignement. Le problème du temps, parce que les complications post-opératoires vont de façon exponentielle avec la durée des procédures. Une procédure qui pourrait durer 2 heures et qui met 6 heures à être réalisée, c'est pas 3 fois plus de complications, c'est 30 fois plus. Le saignement, c'est notre préoccupation majeure. Ça va dépendre de votre hémoglobine de départ, est-ce que vous avez de la réserve, ou au contraire, est-ce que vous avez déjà une anémie. Ça va dépendre du volume perdu, et ça va aussi dépendre de votre volémie à vous. Et là, je dirais, vive les gros. Parce que si vous pesez 100 kg, vous avez une volémie de 7 litres et demi, vous pouvez perdre 1 litre, il ne va rien se passer. Si vous pesez 32 kg, vous avez une volémie de 2 litres 4, si vous perdez 1 litre, vous êtes par terre. Donc, vive les gros. En cas d'hémorragie massive, en plus des globules rouges, on peut être amené à vous passer des facteurs de coagulation, des plaquettes. Je rappelle, je ne peux pas vous détailler toutes les complications imaginables pendant une intervention. Si on fait une effraction pulmonaire, il faut drainer la plèvre. Si on fait une effraction digestive, il faut la suturer et mettre des antibiotiques ad hoc, faire un lavage du péritoine, etc. etc. Donc, retenez quand même qu'on vous surveille, qu'on ne vous laisse pas seul, qu'on surveille le bon déroulement de l'intervention au sens large du terme, c'est-à-dire l'anesthésie, mais tout le reste. Est-ce que tout ça va bien, est-ce que ça va vite, il n'y a pas de complications, ça ne saigne pas, etc. Et quand c'est fini, eh ben on va vous réveiller. D'accord? Alors ça, c'est le détail d'un scope. Vous avez en haut la ligne verte, c'est l'électrocardiogramme.
La ligne jaune, c'est la saturation du sang. La ligne blanche, c'est le CO2. Donc il y a du CO2 quand on expire et ça retombe à zéro quand on insuffle, puisqu'évidemment on n'insuffle pas du CO2. On insuffle un mélange de gaz enrichi en oxygène. Dessous, c'est la tension. Donc 11,6, c'est une très bonne tension. Et 35,9, 36 de température centrale, le chiffre en bas, jaune, c'est pas si mal. Je vous passe la surveillance de la ventilation, les courbes de pression, de volume, hein. Mais en gros, c'est ça. Vous avez à gauche les appareils qui permettent d'infuser en permanence. Vous avez au-dessus une perfusion. Vous avez des poches à pression si on a besoin d'aller très vite, hein. Voilà, c'est tout ça. Et on va aller en salle de réveil, ensemble, vous réveiller. Alors, il faut qu'il y ait de la place, évidemment, hein. Donc, là, la salle de réveil, elle est merveilleusement vide, hein, et donc, il y a de la place. On va vous accueillir en salle de réveil. Au fur et à mesure de la journée, elle va se remplir, la salle de réveil. Alors, à la fin d'une intervention, en fait, on ne vous réveille pas. On arrête de vous maintenir endormi. Hein, c'est le fameux secouez-moi. Hein, non, on ne vous secoue pas. Un certain nombre de nos produits sont réversibles. Les curares, les antalgiques, d'autres ne le sont pas. Si on fait par exemple la médecine vétérinaire, vous avez vu tous ces seringues qu'on envoie aux éléphants et aux lions, hein, c'est des morphiniques. Et après, on réverse pour que la bête ne reste pas à terre et qu'elle ne soit pas victime d'autres animaux, etc. Donc c'est très facile, on n'endort que des morphiniques, on réverse et retour à l'état initial. En médecine humaine, c'est un petit peu différent. Parce que si on réverse les morphiniques, on va réverser aussi la douleur. Ce qui n'est évidemment pas le but. Bien au contraire, on va commencer très vite à prendre le relais avec un certain nombre de produits. Alors, la seule chose qu'on va réverser, c'est les curares. Pour être sûr que vous avez récupéré tout votre tonus, non seulement de votre diaphragme, mais aussi de tous vos muscles respirateurs accessoires, en particulier, parce que vous allez avoir besoin de tousser ou de cracher. Hein, il faut que vous soyez en pleine forme, hein, de ce point de vue-là. Pour le reste, on va vous laisser vous réveiller. Alors là, je vous ai mis une photo, c'est, comment dirais-je, l'entrée du coffre-fort, c'est le récepteur GABA, c'est ce qui fait qu'on dort, c'est l'entrée dans les cellules nerveuses, hein, en sachant que l'ensemble de nos produits anesthésiques s'intéressent à cet immense amas moléculaire qui s'appelle le récepteur GABA, et c'est ça qui fait que vous dormez, parce que le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est la molécule normale qui va vers ce récepteur, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. C'est-à-dire que quand vous avez du GABA, ou quand nous, on vous administre des produits anesthésiants qui ont la même fonction, on va faire que le récepteur que vous voyez là arrête la transmission des ions et toute l'activité des neurones s'effondre. Vous avez un EEG qui va devenir quasiment plat et vous êtes dans le coma. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et vous voyez que il y a des endroits où les benzodiazépines, ou les barbituriques, ou les anesthésiques, et puis d'autres produits, l'alcool, l'opium, hein, qui peuvent intervenir sur ce récepteur. C'est vraiment la serrure d'entrée, hein, dans l'activité cérébrale. Donc, on ne va pas réverser nos produits anesthésiants et on va attendre qu'au niveau de ces récepteurs, il y ait de moins en moins de produits. Alors pourquoi il y a de moins en moins de produits? Ben, évidemment parce qu'on arrête d'en donner. C'est la première chose. Ensuite, vous allez en métaboliser, parce que votre foie, qui est l'usine à désintoxiquer, chaque fois qu'elle reçoit du médicament, elle fait tout pour le transformer en métabolites, qui sont la plupart inactifs. Vous allez aussi en éliminer, pour ce qui est des volatiles, par la respiration. Et pendant très longtemps, il suffit de mettre le nez au-dessus de la sonde d'incubation, et on voit bien si ça sort encore de sévoflurane, si ça sort de sévoflurane. Bien entendu, on met des appareils qui nous donnent le chiffre exact. On peut déjà le sentir. Et puis par des phénomènes plus compliqués de redistribution, c'est-à-dire que pendant que vous dormez, que vous avez une tension un petit peu plus faible, il y a un certain nombre d'organes qui sont peu vascularisés, donc vos muscles, vos os, votre peau, vos intestins. Et quand vous vous réveillez et que la tension remonte, ils sont de nouveau dans le circuit. Et comme ils n'avaient pas du tout fixé les produits, ils vont se mettre à fixer, alors que ça ne leur sert strictement à rien, des benzodiazépines, des barbituriques, etc. Alors que eux, ça ne leur fait aucun effet. Vos tendons, vos os, vos muscles, ils s'en foutent complètement d'avoir du dipivant
dans les cellules. Mais ça va d'autant diminuer la concentration au niveau des récepteurs cérébraux, c'est là, hein, ces fameux récepteurs GABA, où est la serrure pour couper le courant, hein, c'est le disjoncteur, si vous voulez. Et donc, vous allez vous réveiller. Alors, c'est pas... Il y a des patients qui se réveillent très nettement. Ils passent d'un seul coup, ils sont en pleine bourre. Alors, ceux-là, on n'a pas le temps de comprendre, on les extube, ils sont réveillés, ils s'en souviennent. Sinon, ça va plus lentement, on a décidé, et puis on va essayer de coordonner, hein, on va enlever le matériel qu'on vous a mis pour contrôler la ventilation au fur et à mesure que vous arrêtez de le tolérer. Que vous récupérez vos fameux réflexes de défense des variétés supérieures, on va vous extuber, on va enlever les canules, enfin dans l'ordre inverse, c'est-à-dire on extube beaucoup plus tôt, on enlève les dispositifs supraglottiques un peu plus tard, et les canules qui servent juste à faire le tour de la langue, hein, pour mettre en communication le masque et l'orifice supérieur de la trachée, ça, on les enlève quand vous êtes bien réveillé. Donc, assurer le réveil, c'est vous laisser vous-même récupérer le contrôle de toutes les fonctions qu'on vous avait annihilées à l'induction. C'est ce que les anglo-saxons appellent le recovery, n'est-ce pas? Le retour au contrôle. Donc vous arrivez comme ça, dans l'immense majorité des cas, d'accord? Vous êtes ventilé, vous voyez la sonde d'intubation, et à la fin, on a le masque, qui était le masque facial, donc le dernier maillon le plus simple, le moins agressif, le moins réflexogène des appareils qu'on a utilisés pour vous ventiler, qui est retiré, et on va passer à la ventilation spontanée. Alors pas tout de suite à l'air ambiant, on va, après avoir enlevé ça, on va vous mettre ça. D'accord? Ça, c'est vous qui respirez, et on continue d'enrichir le mélange, hein, parce que l'air, c'est pas vraiment un produit, enfin c'est un produit merveilleux, mais pour l'anesthésie, c'est pas assez oxygénant. Donc, une fois que vous êtes extubé, que vous avez fait votre ventilation, vous retrouvez tout, vous nous dites bah, j'ai mal, on remet des produits, on va toujours pareil, travailler proprement, travailler dans le chaud, on va s'occuper très vite de prendre le relais de ces fameux morphéniques de synthèse qui vous ont assuré une analgésie complète. On va commencer à mettre les fameux paliers 1, c'est-à-dire paracétamol, anti-inflammatoire, les paliers 2, tramadol, codéine, etc. Les paliers 3, des morphéniques s'il faut, qu'on peut vous administrer par perfusion, qu'on peut vous administrer par cachet. On peut mettre en route, s'il y a des cathéters, s'il y a des anesthésies locaux régionales qui ont été mises, hein, des cathéters de péridurale, des cathéters péritronculaires, etc. Et on va continuer à vous surveiller jusqu'à ce que vous soyez parfaitement bien, donc réveillé, ventilant, bonne analgésie, avec une évaluation de la douleur, on va dire à 1 ou 2 maximum. Hein. Et puis là, il va bien falloir qu'on se sépare. Hein. On va peut-être encore vous donner quelques produits, de prévention des nausées et vomissements. Et puis, on va se séparer. Alors, quand on n'a plus aucun doute, hein, on est sûr que tout va bien, vous avez récupéré toutes vos fonctions, vous n'êtes pas en hypothermie, vous n'êtes pas en hypo, le pansement ne saigne pas, voilà. Donc vous allez quitter un établissement merveilleux, hein. Moi je dis on roule en BMW, on va vous mettre dans une 2 chevaux, c'est-à-dire un service de chirurgie où il y a une infirmière pour 40 malades. Alors que au bloc, vous avez 40 infirmières pour un malade, enfin je vous regarde, 4 pour 1, en salle de réveil 2 pour 1, d'accord, avec du matériel, avec du personnel, avec des médecins qui sont prêts à intervenir dans les 5 secondes. Hein. On a un système d'alerte générale qui fait même plus qu'une caserne de pompiers. Et donc, en 5 secondes, on peut réunir des compétences du matériel, etc. Maintenant, vous restez alité. Pour les cas les plus graves, vous passerez en service de réanimation ou de soins intensifs. Là, c'est autre chose. Là, les soins sont continus, au sens vrai du terme. Hein. Il n'y a pas de frontières. Vous quittez la BMW, mais vous rentrez dans une Mercedes. C'est bien, quand même, l'arrière. Hein. Alors que le reste, et quand vous repartez, je vous dirais, vous partez à vélo. Hein. Voilà. Absolument qu'on soit sûr de nous. Voilà, donc c'est ma conclusion. Au total, vous avez compris que l'anesthésie générale, c'est la plus grande charge globale d'un corps, donc le contrôle vous échappe totalement. Hein. C'est vraiment, je s'occupe de tout, toi tu s'occupes de rien. On va tout faire pour que ça se passe bien. Pour vous surveiller, pour aller vite, pour aller propre. L'ADN de l'anesthésie, c'est le opératoire, c'est le bloc.
Mais en fait, on va parler de médecine périopératoire parce qu'on va vous accueillir avant, on va vous évaluer, on va essayer d'améliorer vos conditions, on va interrompre les bons traitements, relayer les autres, et puis même en post-opératoire, on va s'occuper de votre suivi, de vous transfuser en fer si vous avez perdu du sang, des antalgiques pendant 40-72 heures plus s'il faut, etc. Tout ça c'est possible évidemment avec des structures, du matériel, du personnel, vous l'avez compris. Je dirais qu'il y a une 50aine d'années, on était content quand on sortait vivant une anesthésie. C'est pas mal, on était vivant, c'est pas mal. Dans les années, fin des années 80, 90, il y a beaucoup eu de progrès de fait. L'apparition du saturomètre, l'apparition des salles de réveil, c'est 2 facteurs de 10 d'accident. On a fait des progrès absolument fabuleux. Et puis aussi dans l'analgésie. C'est-à-dire que non seulement je veux sortir vivant, mais je ne veux pas avoir mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à peaufiner? L'accueil, l'empathie. Même si l'intelligence artificielle va nous dire ce qu'on doit faire, je pense qu'avec l'humain, c'est pas mal. On va peaufiner le respect de vos convictions, si vous ne voulez pas être transfusé, on va essayer de respecter votre pudeur au maximum, on va essayer de vous hospitaliser pour le moins longtemps possible, que ça retentisse le moins sur votre vie privée, professionnelle, familiale, essayer de prendre les structures, les techniques les plus adaptées pour vous remettre au plus vite debout, quand c'est possible évidemment, selon vos pathologies. Il nous reste comme des progrès à faire en sécurité. Je ne vois pas comment on va travailler mieux, parce que là, pour gagner encore une puissance de 10, ça devient extrêmement complexe. On a des problèmes de coûts, ça coûte très cher la sécurité, pas seulement en médecine, c'est aussi pour l'armée, pour la gendarmerie, pour la police, les juges, les prisons, c'est des budgets phénoménaux. C'est comme ça qu'on peut circuler sans se faire attaquer. Donc la sécurité en anesthésie, ça a un prix énorme, faut bien comprendre. Le matériel d'usage unique, ça a un prix énorme. On fait beaucoup de déchets. Une incision d'abcès, c'est 2 mètres cubes de déchets, enfin c'est hallucinant. L'avenir, on va augmenter nos capacités en monitoring, hémodynamique, cérébrale, pour prendre des gens en charge de plus en plus âgés, de plus en plus fragiles. On va utiliser l'intelligence artificielle pour programmer l'administration des produits, pour qu'on ait beaucoup moins d'échecs, on en a très peu, de mémorisation ou de réveil péropératoire, ce qui est la moitié un échec. Et puis aussi, dans l'apprentissage de la médecine, il y a beaucoup de progrès avec les salles de simulation, qui ressemblent un petit peu au simulateur de vol pour les pilotes. Au lieu d'apprendre sur du vivant, on apprend d'abord sur des machines, et bien entendu, après sur du vivant, avec ce que je dirais une coopération, c'est un petit peu les anciens compagnons. C'est-à-dire qu'au début, on est vraiment à côté, puis au fur et à mesure que les internes prennent du galon, on les lâche jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Le but étant que les élèves dépassent les maîtres. En médecine, il faut être meilleur que ses maîtres, sinon c'est pas la peine de commencer. Et donc, notre but, c'est que nos élèves soient meilleurs que nous assez rapidement. Ils continueraient à nous respecter si possible jusqu'à matin de la retraite. Et puis, je voudrais insister sur les moyens humains et les infirmiers anesthésistes, qui sont des gens extrêmement compétents, qui sont nombreux et dont on a grand besoin. Merci de votre attention. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions si je connais la réponse. Merci Laurent, c'était vraiment très instructif. Il y a des questions, j'imagine? Avant une opération, on a un rendez-vous avec un anesthésiste. Et c'est pas celui qu'on voit pendant l'opération. Alors ça, c'est un problème, je dirais, ubiquitaire. Si, parce qu'on ne peut pas faire des pansements à des grands brûlés tous les jours. On va les endormir, par exemple, pendant 1 mois, tous les jours. Et puis après, pendant 1 mois, tous les 2 jours. Et il n'a jamais été démontré qu'ils devenaient idiobètes. Donc, ça va. On peut vous endormir plusieurs fois dans l'année, ça n'est pas grave. Évidemment, ça déscolarise les enfants. Évidemment, ça dépend de la cause de l'intervention. Mais n'ayez pas peur d'être endormi 3 fois dans l'année. Comme vous allez être bien oxygéné, que vous n'allez pas perdre de neurones, parce que vous n'allez pas avoir d'hypotension, d'hypoglycémie, d'hypoxie, vous allez sortir avec un tout petit peu moins de globules rouges, c'est tout, mais vous les referez rapidement et vous retrouverez votre état initial. Donc, sauf accident d'anesthésie, bien entendu, il n'est pas grave de se faire opérer de façon itérative. Le cas des brûlés, c'est le pire. C'est des enfants,
pour ça que j'ai un peu d'émotion, parce que c'est vraiment très très poignant. Mais on les endort tous les jours. Ils n'en peuvent plus, ces pauvres gamins. Mais si on ne les endort pas, c'est pire encore. Donc, ça n'est pas grave si vous le faites plusieurs fois, sauf à connaître la cause de pourquoi on vous endort tout le temps. Vous avez peut-être un problème. Là, ce n'est pas l'anesthésie en soi qui présente un problème d'être répété. Bonsoir docteur, merci de votre intervention. C'est là, je suis là. Excusez-moi, c'est vrai qu'on ne me voit pas, je fais partie de ceux qui ont cette litre. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et de la dynamique de l'intervention. Ceci étant dit, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai vraiment pas envie de vivre l'expérience, même si c'est dans une BM. J'ai deux questions de vraiment néophyte. Première question, le gaz hilarant, je ne savais pas qu'il était anesthésique. On sait qu'il y a une activité récréative avec ce gaz-là. Est-ce qu'il y a un danger à un fort usage pour nos enfants ou des jeunes adultes? Et deuxième question, a priori, en cas de situation urgente, on ne peut pas suroxygéner, si j'ai bien compris. Et donc, on peut quand même? Alors, sur un temps court, la suroxygénation n'est pas un problème, sauf les anciens prématurés, on va leur faire que 80 ou 90% d'oxygène dans le mélange inhalé. À part les anciens prématurés et pendant les premiers mois de la vie, un adulte peut tout à fait avoir 400 PO2 pendant une heure, c'est pas un problème. On peut vous oxygéner et on va vous oxygéner. Et pour le gaz hilarant? Alors le gaz hilarant, je ne connais pas les effets à très long terme. Je pense que c'est pas bon d'être addict à un produit. C'est un gaz qui est éliminé en quelques instants, en quelques minutes. Je ne vois pas le problème d'en respirer longtemps. Je pense que c'est pas bon d'être addict à un produit, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des effets délétères si les enfants s'amusent à respirer du gaz hilarant quelques minutes par jour? Je ne peux pas répondre à cette question. Je dirais je ne sais pas, mais probablement ça ne va pas être très grave. Par rapport à d'autres substances à laquelle il s'adonne, le gaz hilarant, ça ne me paraît pas le plus terrible. Une autre question. On a parlé récemment de la drogue du viol. Est-ce que c'est un anesthésie? Certainement. Qui a des effets sur le site GABA, qui vous fait perdre votre conscience. Quand on viole une femme, a priori c'est qu'elle n'est pas d'accord, et donc on a besoin qu'elle soit non consentante. Dans le cas, je pense que vous parlez du procès Maison et de l'affaire, oui, c'est ça, oui. Bien entendu, cette dame était endormie avec des benzodiazépines, et clairement, les benzodiazépines, anxiolytiques, hypnotiques, le filtre GABA est sensible aux benzodiazépines. Cette dame a été endormie par son mari avec des benzodiazépines, avec des doses telles qu'elle n'était pas en anesthésie très profonde. Les benzodiazépines ne sont en plus pas des produits utilisés seuls qui donnent une apnée rapidement. Il faut beaucoup de benzodiazépines pour avoir une apnée. Donc c'est compatible avec la survie. Elle avait probablement une hypoventilation, probablement une hypoxie pendant la nuit, mais pas suffisante pour que ça la tue. Merci, cher docteur. J'ai été très admiratif du monde médical, je suis plus encore aujourd'hui, parce que cela révèle une réelle compétence, des études longues vraisemblablement, une mémoire phénoménale, un savoir-faire immédiat, enfin bref, tout cela c'est vraiment admirable. Il n'y a rien d'admirable, ça s'apprend, c'est tout. Oui, mais enfin, tout de même. Bon, ma question va un peu déborder par rapport à ce que vous nous avez expliqué, parce que ça relève, si vous voulez, du domaine personnel. Comment vivez-vous au quotidien avec une telle charge et une telle responsabilité? Est-ce qu'il vous arrive, je ne sais pas, d'être détendu? Oui, apparemment, puisque vous avez beaucoup d'humour et nous en sommes heureux, mais enfin... moi j'ai un gros complexe de supériorité, je pense que c'est très bon. Quand je présente. Bien sûr, il y a des choses où il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'usurpateur. Pendant des années, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que s'il m'arrive un état épileptique, une crise de palu, une femme enceinte perd son bébé, est-ce que je vais savoir faire? Bien entendu. Alors après, j'avais un patron qui me disait, mais tu verras, Verdier, quand tu auras plus 10 ans d'égards, tu pourras prendre des gardes. Donc au début, oui, on a le syndrome de l'usurpateur. Alors l'excès de confiance compense un petit peu le manque de connaissances ou d'expérience. Et puis après, il y a un équilibre qui se fait entre l'expérience, la confiance, les connaissances. Et puis, il faut se maintenir en jeu, parce que l'évolution technique est phénoménale. Si je vous décris comment moi j'ai appris l'anesthésie, ça se rapproche beaucoup plus de l'anesthésie à l'éther de M. Morton en 1847 que de l'anesthésie que je fais aujourd'hui.
Donc il faut se maintenir, il ne faut pas avoir peur d'écouter les jeunes, de continuer à apprendre, ça c'est fondamental. Et je pense que dans d'autres métiers c'est pareil. La peur est assez mauvaise conseillère, comme la colère, donc moi j'ai pas peur. Mais ma question c'est, vous pouvez avoir une vie de famille, une vie sociale, tout ça, Bien partir, oui, c'est difficile. vous pouvez faire du sport librement, ça ne vous traverse pas l'esprit quand même Alors, il m'arrive, la veille d'une intervention complexe, oui, d'avoir du mal à m'endormir en disant il faut essayer de penser à beaucoup de choses, oui. Mais je pense que si un gars qui conduit un avion, il sait qu'il y a des turbulences au-dessus de l'Afrique, avec une zone de basse, de haute pression et tout, je pense qu'il doit aussi penser à son plan de vol, être inquiet. Enfin, ça dépasse pas. Moi, je fais ce que j'ai avec passion. J'ai 65 ans dans un mois et je continue, ça me perturbe pas plus que ça. J'adore ce que je fais. J'ai bien autant de plaisir que si j'allais faire une partie de golf. C'est la vérité. Alors, moi, j'exerce ce métier avec bonheur, pour dire autre chose. C'est un bonheur pour moi. Mais on n'est pas tous comme ça. C'est plein de collègues qui en auront la casquette, qui attendent le jour de la retraite comme une délivrance. Moi, ça sera un jour de deuil, au sens vrai du terme. Je perdrai brutalement énormément de choses que j'adore. Je pense, oui, c'est ça. C'est pas une définition de la passion. Oui. Allez-y. Oui, je pensais aux infirmiers anesthésistes. Ils ont, pour devenir anesthésiste, infirmier, il a une formation. Alors, les infirmiers anesthésistes, c'est des gens qui ont une formation spécifique qui dure 2 ans d'anesthésie. Avant, ils doivent être déjà diplômés d'État, ils doivent avoir exercé pendant 2 ans, et ensuite, comme tous les étudiants, ils vont être formés au contact des médecins et de leurs collègues infirmiers diplômés, et puis comme tous les étudiants, quand l'encre du diplôme est à peine sèche, ils sont un peu moins forts que 5 ans après, un peu moins forts que 10 ans après, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense que la clé, c'est surtout de continuer à apprendre. Pas trop s'asseoir sur ses acquis, parce que la demi-vie des connaissances en médecine, c'est moins de 10 ans. Donc si vous n'avez rien appris pendant 30 ans, il vous manque, je vous laisse calculer. Merci. Donc oui, les anesthésistes, ils ont des études spécifiques, ils sont déjà infirmiers, ils savent piquer, ils savent faire plein de choses, et ils ont 2 ans de préparation. Disons que eux, c'est vraiment le père opératoire et la salle de réveil. C'est ça leur spécificité, et ils ont aussi beaucoup de technicité, et de plus en plus, on leur confie des tâches, ils savent cathétériser des artères, ils savent utiliser des appareils d'échographie, ils savent tunneliser des veines, etc. Alors moi je leur apprends beaucoup, parce que je ne travaille pas qu'à La Réunion, je travaille aussi à Madagascar, donc je leur apprends beaucoup pour les autonomiser. Mais leur statut, c'est quand même de travailler avec des médecins. Généralement, il y a 2 ou 3 salles chapeautées par un médecin et un infirmier dans chaque salle. Mais des fois, il y a 3 médecins pour une seule salle, ainsi qu'elle est particulièrement complexe ou particulièrement grave. Alors, docteur, déjà merci pour votre conférence qui était excellente et sur un ton qui nous a fait plus apprécier encore. Alors, dans l'éducation nationale, on a 5% de pertes pendant les sorties pédagogiques. Et vous, au cours de vos anesthésies, quel est votre taux de... Alors moi déjà, à titre personnel, j'ai un cimetière où il n'y a pas de tombe. J'avais que personne. L'immense majorité des gens qui meurent pendant une anesthésie, c'est un problème de leur état à eux, la pathologie à eux. Il y a des accidents fautifs, on peut se tromper de produit, on peut se tromper de dose, on peut intuber l'œsophage sans s'en rendre compte. Je vous ai expliqué le monitoring qu'on met en place, donc généralement on s'en aperçoit très vite. Les erreurs de produits, les erreurs de dosage, par malheur ça arrive, on entend parler de temps en temps. On est extrêmement vigilant, on a tout un système de détrompage, des systèmes de code couleur. Par exemple, on va toujours colorer les antiseptiques pour être sûr de jamais injecter pendant une péridurale ou une rachie. On a des codes couleurs sur les étiquettes, en bleu c'est les morphiniques, en rouge c'est les curares, en jaune c'est les hypnotiques. Dès qu'on prépare un produit, qu'on le sort de son emballage livré, on l'étiquette, on met systématiquement la dilution si le produit n'est pas utilisé pur, etc. On a énormément de manœuvres. Chaque fois qu'on sort un produit, par exemple en rachis anesthésie, en péri, on redemande à l'infirmier de relever l'étiquette à haute voix, etc. On a un système de détrompage. Après, bien entendu, il y a des erreurs, il y a des fautes. Et c'est quoi le pourcentage, des fois? De 1 sur 10 000?
Sur 100 000? Un patient qui meurt pendant l'anesthésie à Oui. cause de l'anesthésie. À cause de l'anesthésie. Exceptionnellement rare. Tapez ça sur Internet. Je n'ai pas d'idée, mais je pense qu'il y a moins d'accidents que dans l'aviation civile. L'aviation civile, il y a des accidents d'avion. Après, encore une fois, c'est essentiellement votre état qui détermine votre pronostic. Une dame qui arrive en bonne santé, se fait enlever la vésicule, la probabilité qu'elle meure pendant l'intervention, c'est ça dont on parle, est très très faible. La probabilité que ce soit de la faute de l'anesthésiste, elle est très 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 faible. Merci. Alors moi, je voulais aborder le sujet de l'anesthésie intermittente. On réveille le malade, on le Chirurgie rendort, éveillée. chirurgie du cerveau en particulier. C'est une autre problématique. Alors, c'est un acte que je ne pratique pas moi, mais j'ai une petite idée de comment ça marche. On va vous faire une induction d'anesthésie pour mettre en place un certain nombre d'appareils pour faire la craniotomie, puisque la craniotomie, il faut quand même faire une découpe osseuse. Hein. Et une fois que c'est fait, en fait, ça n'est pas tellement douloureux. Le cerveau lui-même, paradoxalement, n'est pas innervé au plan sensitif. Donc on peut faire beaucoup de choses dans votre cerveau, éveillé. Donc effectivement, on va vous réveiller et vous n'avez pas d'acte douloureux à supporter. Sinon, on va faire une sédation. Mais là, on n'est plus en anesthésie générale. C'est du diagnostic, certes, mais c'est aussi des traitements. Le service a fermé pour des raisons, je pense, de protocole d'hygiène qui n'étaient pas respectés. Je pense que l'hygiène était respectée, mais simplement, il n'y avait pas assez de protocole. Et je pense, ça n'engage que moi, que l'ARS a fermé parce qu'ils se sont un peu vexés, parce qu'ils sont revenus 3 mois après avoir dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut écrire vos protocoles, il faut qu'on ait des cahiers de traçabilité, etc. Et qu'ils ne l'ont pas fait. Je pense que c'est pour ça que ça a fermé. Je pense que les gens qui travaillent à l'hôpital Durieux sont des gens très sérieux, que les chirurgiens travaillent dans d'excellentes conditions d'asepsie, etc. Et je pense que c'est plutôt un problème purement, comment dirais-je, administratif. Hein, les protocoles ont pris beaucoup de place, les papiers, l'administration, etc. a pris beaucoup de place en médecine. Et là aussi, c'est très chronophage, c'est très cher. Il y a des personnels qui se détachent pour écrire des trucs, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait fermer. En tout cas, ce n'est certainement pas l'anesthésie. Et en endoscopie, on fait des anesthésies souvent assez légères, parfois plus complexes. Mais ça reste des actes, pas seulement diagnostiques. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Eh bien, merci. C'était vraiment super. On a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très instructif. Et puis, le ton était succulent. Et bien, maintenant, c'est l'heure, non pas du café. C'est comme ça que je travaille, moi. Ah oui. Tout à fait détendu et travailler. Et sérieusement. C'est pas très sérieusement. Hein. Ouais. On n'est pas obligé d'être lugubre, il faut être sérieux. Pour les prochaines conférences, s'il vous plaît, allez sur le site des Amis de l'Université. Il y a une date encore en décembre. Oui, le 17 décembre. Le 17 décembre à Lucé-Langenier, c'est un spectacle cette fois. Et puis le 28 janvier, on devrait se retrouver ici pour une conférence, toujours avec un médecin. Donc, voilà. Merci à vous surtout de suivre l'agenda. Merci d'être venus à tous et à bientôt. Non, mais juste un petit truc. Tout à fait, c'est un peu à cause de procès des anesthésies. Il y a aussi des dents très fragiles, effectivement, ces appareils, même avec du lubrifiant, même avec un patient bien relâché, etc., sont parfois difficilement installés. Et on peut, surtout avec le laryngoscope, casser les dents.
Donc voilà. On souffre peut-être plus de cela que de l'opération elle-même. C'est aussi bête. Hein. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Bon, et on essaye d'apprendre aux gens qui mettent les appareils avec le moins compact possible. Hein. La pose de masque laryngé, mais surtout l'intubation, c'est potentiellement des gestes qui peuvent être à la source de complications, en particulier au plan des lèvres. On essaie de s'améliorer, d'apprendre aux jeunes à bien les poser. Entre ça et mourir, quand même, hein, la distance est grande. Ah, voilà, c'est ça. Ok. C'est bien. Oui, de toute façon, ça est gros. Les questions patience. Je te veux à la maison. Non, mais bon, de toute façon, si c'est possible, oui, bien sûr, oui. On a commencé déjà à parler autour de vous, comme ça, si vous avez peut-être un petit noyau de sympathie, Non, mais bravo. et après, Bon, j'ai pas envie de vous recroiser dans ce cadre-là, mais... Non, c'est parfait. vous l'avez dit, c'est... C'était très accessible. Bon, il y a eu un ou deux mots, je te jure. Ah oui, 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 c'était... On découvre d'abord de la bonté perpétuelle, de la gentillesse, et puis on sent quand même qu'il vit de l'islam. Pas ostentative, mais de façon pas ostentative ni rien, non. Évidemment, on a aussi des exigences. Oui, oui, justement. Pas beaucoup, c'est vraiment majoritairement musulman. Ah oui, oui, bien sûr, il y a des